Afrique Média. Le monde, c'est nous. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au Grand Journal sur la télévision panafricaine. Tout de suite, les titres. Au Burkina Faso, c'est confirmé, Paul-Henri Damiba Sandaogo est le nouveau président, le lieutenant-colonel des forces armées nationales, président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, a été notifié mercredi dernier dans une décision du Conseil constitutionnel. La date de la prestation de serment n'a pas été précisée. Et puis du côté de la Libye, le Premier ministre Abdulhamid Dbeibah échappe à un attentat. Le chef du gouvernement libyen de transition a échappé à une tentative d'assassinat perpétrée tôt le matin de ce jeudi 10 février 2022. Des assaillants auraient tiré sur le véhicule de ce dernier alors qu'il se rendait à son domicile. Il s'en est sorti indemne et une enquête a été ouverte. Pour plus de précisions, nous en parlerons dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour la vitrine. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue au Grand Journal sur la télévision panafricaine. On ouvre cette édition du journal avec cette information qui est tombée il y a quelques minutes concernant bien sûr la Cour pénale internationale qui a rejeté ce jeudi la demande d'indemnisation pour dommages et intérêts réclamés par Charles Blé Goudé pour la longue procédure judiciaire qu'il a subie depuis son arrestation, son transfèrement et sa détention préventive jusqu'à son acquittement définitif. On rappelle qu'il était poursuivi pour crimes de guerre et de crimes contre l'humanité lors de la crise post-électorale de 2011. L'ex-leader de la jeunesse patriotique a été acquitté définitivement des charges retenues contre lui le 31 mars 2021, tout comme le président Laurent Gbagbo, accusé pour les mêmes chefs d'accusation. En compensation des dommages subis, Blé Goudé réclame donc une indemnisation de 540 millions de francs CFA. Dans une notification adressée à la défense relativement à la demande en indemnisation formulée par Blé Goudé, la Chambre de la CPI a décidé de ne pas faire droit à la demande de M. Charles Blé Goudé, a révélé donc un communiqué de l'équipe de défense de Charles Blé Goudé et signé par Maître Serizoku. La défense dit prendre acte de cet arrêt par lequel la Chambre a décidé à tort de ne pas faire droit à la demande de leur client, ajoutant le caractère légitime et fondé de cette demande est incontestable. Au-delà de sa personne et par procédure, Charles Blé Goudé entendait, selon la note, certes faire reconnaître les douleurs que les manquements lui ont causées, mais surtout amener à éviter ce qu'il a vécu ne puisse donc jamais se répéter pour un autre être humain, ce afin de préserver les droits fondamentaux des citoyens et l'intégrité de la justice international. Toujours retenu à La Haye, Charles Blé Goudé tient à rappeler qu'il reste toujours en attente de son passeport afin de rentrer chez lui en Côte d'Ivoire conformément à l'ordonnance d'acquittement rendue par la Chambre d'appel depuis le 31 mars 2021. Rappelle donc le document. Et donc l'information est donc connue. Charles Blé Goudé, selon la Chambre pénale internationale, ne recevra donc pas d'indemnisation telle que souhaitée. Et puis on va au Tchad pour parler du dialogue national avec la coalition Wakita Tama opposée au gouvernement de transition qui a donc rencontré le président du conseil militaire du Tchad, le général des forces armées tchadiennes, Mahamad Idriss Déby. Au cours de cette rencontre, la coalition donc composée des partis politiques et d'associations de la société civile et également le gouvernement de transition ont donc principalement discuté sur les conditions de sa participation au dialogue inclusif prévu donc au mois de mai prochain. Plus de précisions dans ce reportage que signe Émilie Quiton. Le président du Conseil militaire de transition, chef de l'État Mahamad Idriss Déby, a reçu le 9 février 2022 les leaders de la coalition Wakitama, un groupe composé de partis politiques et d'associations de la société civile.
Selon le général de corps d'armée, Mahamat Idriss Déby, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la concertation des forces vives de la nation. Le président de la République a aussi déclaré qu'ils ont échangé sur la participation de la coalition au dialogue national inclusif. Mais pour y participer, Waki Tama dit avoir des conditions et c'est ce que la délégation a répété au chef du Conseil militaire de transition. C'est du moins ce qu'a expliqué son porte-parole, Maître Macvel Loargar. Il a déclaré que plusieurs sujets ont été abordés, notamment les questions de sécurité, les questions de sécurité publique en ce qui concerne le dialogue, les questions de souveraineté, d'inclusivité, la question de la participation équilibrée des parties prenantes et même des thématiques à aborder au cours du dialogue national. Enfin, le porte-parole de Waki Tama a souligné que son groupe n'a pris aucun engagement d'aller au dialogue, tout comme le Conseil militaire de transition ne leur ont pas imposé une certaine position. Les conditions de la participation de Waki Tama au dialogue national inclusif n'étant pas remplies pour le moment, les discussions se poursuivent avec les services de la présidence de transition. Notons que cette rencontre intervient 10 jours seulement après que le président Mahamat Idriss Déby a appelé une nouvelle fois les fils et les filles de son pays à rejoindre la table des discussions pour échanger sur l'avenir du Tchad. C'était le 29 janvier dernier, lors de la 12e édition de la Journée nationale de la paix, de la cohabitation pacifique et de la concorde nationale. Au Burkina Faso, nous l'annoncions en titre, Paul-Henri Damiba Sondaogo a été déclaré président par la Cour constitutionnelle. Le nouvel homme fort du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sondaogo Damiba, a pris le pouvoir. Donc, le 24 janvier dernier, il a été déclaré président par le Conseil constitutionnel devant lequel il doit prochainement prêter serment. Dans une décision qui lui a été donc notifiée mercredi dernier, le Conseil constitutionnel indique que Paul-Henri Sondaogo Damiba, lieutenant-colonel des Forces armées nationales, président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, est le président du Burkina Faso donc depuis le 24 janvier. Paul-Henri Sondaogo Damiba, qui est également le chef de l'État et chef suprême des armées, prêtera serment devant le Conseil constitutionnel, indique ces décisions qui ont suivi une autre ayant constaté la vacance de la présidence du Faso après la démission donc du 24 janvier du président renversé Roch-Marc Christian Kaboré. La date de la prestation de serment de Paul-Henri Sondaogo Damiba en tant que nouveau président n'a pas été précisée, mais elle devrait intervenir rapidement selon une source judiciaire qui a expliqué qu'elle doit être fixée d'un commun accord entre la présidence et le Conseil constitutionnel. Le lieutenant-colonel Damiba est donc devenu officiellement le président d'une transition jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et l'Union africaine, on rappelle, ont suspendu le Burkina Faso de leurs instances, sans plus de sanctions demandant donc aux militaires un calendrier raisonnable pour ce retour à l'ordre constitutionnel. Samedi dernier, un décret du lieutenant-colonel Damiba a annoncé la création d'une commission composée de 15 membres en vue d'élaborer un projet de charte et un agenda pour la transition assorti d'une proposition de durée de la transition et des modalités de mise en œuvre dans un délai de 2 semaines. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est également déclaré mercredi gravement préoccupé par le changement constitutionnel du gouvernement du Burkina Faso. Et pour parler justement de cette actualité concernant le Burkina Faso, nous allons accueillir dans cette édition du journal notre premier invité. Il s'agit de Israël Larba. Il est analyste politique, spécialiste du Sahel. Bonsoir à vous, Israël Larba. Bonsoir madame, bonsoir aux téléspectateurs d'Afrique Média. Si vous m'entendez, je n'ai pas entendu la question. Alors, oui, effectivement, le Conseil constitutionnel a validé, donc, a décidé donc, de consacrer le président le lieutenant-colonel Paul Sandaogo Damiba comme président du Faso et chef de l'État. Alors, il faut dire que
après cette décision de le consacrer président, de le reconnaître comme étant le président du Faso, il y a eu une décision qui a été suivie, qui fixe la date du prêtement de la prestation de serment pour le 16 février prochain. Donc la date est connue. Nous avons reçu une note de la décision du Conseil constitutionnel qui consacre qui valide donc la prise du pouvoir du colonel Sandaogo. Mais il faut dire que sur place, au niveau du Burkina, il y a des discussions, les débats sont engagés quant à la légalité et à l'opportunité donc du Conseil constitutionnel de valider donc ce coup d'État et en même temps reconnaître Paul Sandaogo Damiba comme chef de l'État et président de la République. Et donc, toujours est-il que bon, ça ne changera rien. C'est le droit, en matière de droit, les débats sont engagés et il va prêter serment le 16 prochain. Israël Larba, on constate de plus en plus que les militaires sont donc à la tête des institutions. Est-ce que ce n'est pas un avantage, surtout qu'on sait ce qui se passe dans la zone Sahel? Et puis ils sont adulés aujourd'hui, eux qui autrefois étaient vus comme des dictateurs. Oui, il faut dire que la prise du pouvoir par les militaires, il y a un précédent. C'est l'échec des politiques des civils, la gestion des pouvoirs par les civils qui oblige les militaires à prendre le pouvoir. Vous voyez déjà ce qui s'est passé au Mali, malgré les condamnations, le peuple malien et le peuple donc, de l'Afrique s'est mobilisé derrière ces militaires pour les soutenir, malgré les sanctions injustes et infondées de la CEDEAO, commanditées par la France. Alors, au niveau du Burkina, vous constaterez également que lorsque les militaires sont arrivés au pouvoir au niveau du Mali et qu'ils ont pris les questions sécuritaires à bras le corps, on a eu un repli tactique des terroristes sur le sol burkinabé. Et le terrorisme s'est accentué malgré la présence donc, de l'armée française et de Takuba au niveau des 3 frontières. Les terroristes quittaient donc cette zone-là, la zone des 3 frontières, venaient attaquer les populations civiles au niveau de Ouagadougou. Vous vous souviendrez l'attaque d'Inata qui a précédé donc la chute du président Kaboré. Alors, les terroristes quittent la zone des 3 frontières, ils viennent attaquer et ils replient. Donc, du coup, on se demandait est-ce que le président Kaboré serait à la hauteur de la tâche qui lui a été imposée dans cette lutte contre le terrorisme. Et donc, c'était une évidence. Le peuple a applaudi le jour que le lieutenant-colonel Sandaogo a pris le pouvoir. Le peuple a applaudi. Il n'y a pas eu de manifestation de mécontentement. Bien au contraire, ils ont été accueillis. Alors, il faut dire que, vu ce qui s'est passé au Mali, vu cette insécurité qui endeuille le peuple du Sahel depuis bientôt 10 ans, il faut dire qu'on ne peut pas, le peuple ne pouvait pas rester sourd et regarder les gens mourir. Et donc, il était évident que l'armée était la dernière solution pour sauver ce qui reste à sauver. Et vu qu'ils sont des hommes de terrain, ils connaissent bien les tactiques des terroristes. Et surtout, vous voyez, Sandaogo a écrit un livre sur le terrorisme. Et donc, aujourd'hui, tous les yeux sont tournés vers les militaires. Et il faut dire que ça ne va pas s'arrêter au niveau du Burkina si on y prend garde. Et ce qui explique d'ailleurs la timidité des sanctions infligées par la CEDEAO ou la France aux militaires burkinabés. Parce que avec les résultats qui ont commencé déjà, que nous avons commencé à voir sur le terrain, les attaques déjà ont commencé, le barrissage des attaques a commencé à se déplacer vers le Bénin où il y a eu aujourd'hui une attaque terroriste. Et donc aujourd'hui, on est en train de créer une autre zone de 3 frontières qui est celle du Niger, du Burkina et du Bénin. Et cette zone de 3 frontières, également, ce sont les militaires donc, qui ont l'arrivée des militaires au pouvoir au niveau du Mali et du Niger qui a provoqué cela.
Et donc, il est évident que le retour des militaires a sonné. Et nous attendons et nous allons voir ce que ça va donner dans cette lutte contre le terrorisme. Alors, Israël Larba, dernière question. Quels sont les défis qui attendent désormais le nouveau président, puisque la Cour constitutionnelle l'a déclaré président du Burkina Faso? Quels sont donc les défis qui attendent Paul-Henri Damiba? N'oublions pas que de l'autre côté, il y a les multiples pressions de la CEDEAO. Oui, les défis qui attendent le président Sandao Damiba, le premier défi est évidemment sécuritaire. Et sur ce plan, je peux vous dire que les actions ont déjà commencé. Et on a vu déjà des opérations qui se mènent sur le terrain, même si ils ont préféré rester silencieux sur la communication pour ne pas trop parler. Au niveau des populations, on commence à sentir déjà qu'il y a des opérations qui se mènent très efficacement sur le théâtre des opérations. Il faut dire, dès la prise du pouvoir, il a créé un comité ou un commandement des opérations nationales, du théâtre national, qui permet de limiter le temps d'action, le temps de réaction lorsque une zone est menacée par des troupes terroristes. Et donc, il a pris à bras le corps ce problème pour lequel il est arrivé au pouvoir. Et ça, c'est le premier défi. Et le deuxième défi, c'est également la lutte contre la corruption qui gangrénait la société burkinabé sous le pouvoir de Roch-Marc Christian Kaboré et qu'il n'arrivait plus à contrôler. Alors, aujourd'hui, on sent une amélioration, enfin un engagement sur ce terrain-là également, parce que des mesures sont en train d'être prises pour permettre donc d'atteindre cet objectif de lutte contre la corruption également. Le troisième défi, c'est le retour donc, des déplacés internes qu'on appelle PDI au niveau donc, de leur résidence habituelle. Vous savez, aujourd'hui, c'est plus d'1 million de déplacés au niveau national et qui ont été contraints d'abandonner leur habitation, leur ville, leur village, leur champ pour rentrer, donc pour rejoindre les villes les plus sécurisées qui sont les grandes villes du Burkina Faso, que ce soit à l'est, au nord ou encore à l'ouest, à la frontière avec la Côte d'Ivoire. Les déplacés internes, la situation est catastrophique. Et le troisième défi, je pense que ça sera pour lui d'œuvrer à ce que toutes ces populations puissent revenir. Le quatrième défi, c'est le calendrier des élections. La tenue des élections, le retour à l'ordre constitutionnel. Mais là-dessus, il se prononce peu. Il laisse cette tâche au comité qu'il a mis en place de décider de la durée de la transition. Mais il a laissé aussi entendre que la priorité, c'est le retour d'abord de la sécurité du pays, la sécurisation du pays, et c'est ça qui est plus important. Et après ça, maintenant, on pourra parler d'élections. On ne peut pas organiser dans des élections, on ne peut pas organiser des élections dans un pays qui est occupé presque au tiers de son territoire par des terroristes, par des groupes armés. Donc, je pense qu'à ce niveau aussi, c'est un grand défi de pouvoir organiser les élections, mais également pouvoir convaincre la communauté internationale sur la nécessité d'organiser, de prendre le temps qu'il faut, refonder la société burkinabé, refonder également l'armée et également récupérer les territoires, les pans du territoire occupé avant d'organiser des élections libres et transparentes, ce qui ne sera pas facile à convaincre avec la communauté internationale lorsque nous savons que cette communauté internationale n'a pas intérêt à ce que nous ayons la victoire sur le terrorisme. Merci donc à vous, Israël Larba. Rendez-vous dans nos prochaines éditions d'information, alors que l'Ouganda, de son côté, a été sommé par la Cour internationale de justice à reverser 325 millions de francs CFA à la RDC. On rappelle que la RDC réclamait
11 milliards de francs CFA pour les dommages causés pendant la deuxième guerre du Congo entre 1998 et 2003. Plus de précisions sur ce litige opposant Kampala à Kinshasa dans cet élément que signe Émilie Kiton. 325 millions de dollars, c'est la somme que doit verser Kampala à Kinshasa pour réparer les dommages causés pendant la Deuxième Guerre du Congo entre 1998 et 2003, durant laquelle l'Ouganda avait envahi l'est de la République démocratique du Congo. La décision a été prise le 9 février 2022 par la Cour internationale de justice. Selon cette juridiction, cette somme sera versée en plusieurs tranches. D'abord, 225 millions pour les dommages aux personnes, car les juges ont estimé que 10 000 à 15 000 personnes étaient mortes en raison de l'occupation de l'Ouganda. À cela s'ajoutent les viols, les violences sexuelles et l'enrôlement d'enfants soldats. Il y a également le versement de 40 millions de dollars pour les biens qui ont été détruits dans la province de l'Ituri, cette région de l'Est du Congo qui était occupée par l'Ouganda. Les 60 millions de dollars correspondent au pillage des ressources naturelles telles que l'or, le coltan, le diamant et l'exploitation du bois. Les juges ont aussi imposé un calendrier de paiement à l'Ouganda. Ils ont estimé que le pays devrait payer par tranche de 65 millions de dollars au 1er septembre de chaque année, et ce jusqu'en 2026. Si l'Ouganda devrait refuser de s'acquitter de cette dette, des intérêts de 6% annuels s'imposeraient au pays. Les juges ont en revanche refusé de laisser le dossier ouvert, comme le réclamait Kinshasa. La République démocratique du Congo souhaitait qu'elle continue de contrôler le processus jusqu'à son terme, mais les magistrats ont décidé de clore le dossier. Si l'Ouganda refusait néanmoins de payer, la République démocratique du Congo pourrait sans doute se tourner à nouveau vers la Cour et demander la réouverture du dossier, ce que Kinshasa avait déjà fait en 2015. L'Ouganda avait alors été reconnu coupable de violation du droit international en 2005 et à ce moment-là, les juges avaient demandé aux États de négocier ensemble pour fixer ces réparations. Mais faute d'entente, Kinshasa était revenu vers la Cour qui a donc finalement tranché. On reste en RDC pour cette fois parler de ce coup d'État manqué avec bien sûr l'arrestation de François Béa. François Béa qui a donc été remplacé par Jean-Claude Boukassa au poste de conseiller donc spécial du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. François Béa, conseiller spécial de Félix Tshisekedi en matière de sécurité, est toujours détenu, on le rappelle, dans un local de l'Agence nationale de renseignement de Kinshasa. Et selon la presse congolaise, il est arrêté suite aux indices sérieux attestant d'agissements contre la sécurité nationale. Mais la présidence a d'ores et déjà annoncé que Jean-Claude Boukassa, l'un de ses assistants, va donc assurer l'intérim. Contrairement à François Béa, il n'est pas issu de l'ancien régime de Joseph Kabila, mais fait partie des hommes de confiance du président Félix Tshisekedi. Si les faits précis à la charge de François Béa ne sont pas toujours révélés, l'entourage du président de la République évoque une situation grave qui aurait une incidence sur le pouvoir et la sécurité de Félix-Antoine Tshisekedi. Dans son unique communiqué sur cette affaire, la présidence n'a d'ailleurs pas manqué de préciser que le changement à la tête du pays ne peut se dérouler que par des voies électorales. François Béa n'est pas le seul concerné dans cette affaire car les enquêtes se poursuivent. Des arrestations sont également prévues dans l'armée. Certains parmi les hauts gradés ne peuvent pas sortir du pays. Les services aux frontières sont saisis à cet effet, explique une autre source sécuritaire. Mais la page François Béa est d'ores et déjà tournée à la présidence de la République, permettant à Félix-Antoine Tshisekedi de renforcer son contrôle sur l'appareil sécuritaire en nommant le successeur du conseiller spécial du président en matière de sécurité.
Jean-Claude Bokassa, l'intérimaire, est un ancien numéro 2 et membre de la campagne de Félix Tshisekedi. Il a milité au sein de l'UDPS, le parti au pouvoir, d'abord actif au Canada, où il résidait. Ce diplômé en cybercriminalité s'est davantage rapproché de l'équipe de Félix Tshisekedi pendant la campagne électorale de 2018. On l'a particulièrement vu dans l'équipe de communication. Une fois élu, c'est d'ailleurs Félix Tshisekedi lui-même qui va le nommer au sein des services de sécurité et non François Beya. Tout est allé donc vite pour Jean-Claude Bokassa, malgré des rapports parfois difficiles avec François Beya. Selon certaines sources, Jean-Claude Bokassa a multiplié les formations au pays et à l'étranger, mais d'autres proches de Félix Tshisekedi précisent que l'intérim ne devrait pas durer longtemps. Et donc, Jean-Claude Bokassa sera remplacé par un expert plus expérimenté. Alors, concernant ce sujet, nous invitons dans ce journal Grace Tchionza, coordinateur national du mouvement Impunité Zéro, pour décortiquer cette affaire concernant la RDC, avec notamment le remplacement de François Beya par Jean-Claude Bokassa. Bonsoir à vous déjà, grâce à Tchionza. Alors, on parle de ce remplacement aussitôt destitué, qu'il a déjà trouvé un remplaçant, même si c'est un intérimaire. Alors, comment appréciez-vous déjà cette nomination de Jean-Claude Bokassa au poste de conseiller spécial du président de la République de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi? Beaucoup, grande de ma satisfaction. Pourquoi? Parce que j'étais parmi les acteurs de la société qui ont refusé l'entourage de l'ancien président auprès du président. Il y a à l'époque, rappelez-vous, j'ai publié un article qui a été relayé par Afrique Média, Afrique. En fait, je publie un article à un citoyen congolais que l'on peut récupérer à tout moment. Et c'est ça, en fait, la comparaison qu'il faut voir des pouvoirs du président Félix Tshisekedi. François Beya, tout autour des présidents Félix Tshisekedi, ça sentait l'ombre de Joseph Kabila. Et autrefois, j'ai dénoncé le coup d'État qui a été à la base d'un tweet à travers mon compte Twitter. Pour de Félix Tshisekedi. Ils ont tenté de le faire par le Congrès, ils n'ont pas réussi, et cette fois-ci, il fallait attendre la remise des reprises à la tête de l'Union africaine pour monter au créneau. Et François Beya, il serait en fait en intelligence avec ceux qui complotaient contre. Des soucis de liaison avec Grace Tchionza que nous tenterons de relancer sur cette actualité concernant la RDC avec le remplacement de François Beya au poste de conseiller spécial sécurité, il faudra le rappeler, du président Félix Tshisekedi par Jean-Claude Bokassa. On va tenter une autre fois la liaison avec Kinshasa pour y retrouver Grace Tchionza. Est-ce qu'il est avec nous? Bonsoir, Grace Tchionza. On en discutera certainement dans nos prochaines éditions d'informations. Le temps de revenir sur cette information relayée en titre concernant bien sûr la tentative d'assassinat du Premier ministre libyen Abdulhamid Dbeibah, qui a donc échappé à un attentat. C'était la journée du 9 février 2022. Heureusement, il s'en est sorti indemne et une enquête a été ouverte selon certaines sources. Prenons plus d'informations dans cet élément d'Émilie Quiton. Le Premier ministre libyen Abdulhamid Dbeibah a échappé le 9 février 2022 à une tentative d'assassinat sur son convoi à Tripoli. C'est ce qu'a déclaré une source proche de l'autorité.
Le véhicule du Premier ministre a été visé par des coups de feu alors qu'il rentrait chez lui, a déclaré la source, qui a décrit ce qui s'est passé comme une tentative d'assassinat manifeste. Elle a confirmé qu'il n'y avait pas eu de blessés dans l'attaque, mais les agresseurs ont fui les lieux et l'incident a été renvoyé pour une enquête. Ce malheureux incident survient alors que Debeba a déclaré le 8 février dernier, dans un discours annoncé à la nation, qu'il ne remettrait le pouvoir à un gouvernement élu et qu'il bénéficie du soutien du conseiller spécial de l'Organisation des Nations Unies sur la Libye et des puissances occidentales qui hantent déclarer la légitimité du gouvernement d'union nationale. D'autre part, la Chambre des représentants basée à Tobrouk, dans l'est du pays, a déclaré qu'il n'y aurait pas d'élection cette année car le gouvernement d'unité nationale n'est plus légitime et qu'il organisera un vote ce jeudi pour nommer un nouveau Premier ministre et former notre gouvernement. Et pour parler de cette actualité, nous allons encore recevoir dans ce journal notre invité habitué, bien sûr, des éditions de journaux de la télévision panafricaine. Il s'agit de Gabal Abina. Il est internationaliste. On va parler de cet attentat manqué au Premier ministre libyen. Déjà, bonsoir, Gamal Abina. On va dire qu'après avoir tenu tête à ces bourreaux, notamment de ne libérer le plancher qu'après élection, il y a eu la riposte, bien sûr, de ces bourreaux. Il fallait certainement s'y attendre à cette riposte, Gamal Abina. Tout à fait. Il faut rappeler plusieurs choses. La première, c'est que Abdelhamid Beiba est un représentant légitime parce qu'il est le fruit d'une élection qui s'est produite et reconnue sur le plan international par l'ONU. Donc, évidemment, il s'était opposé pour des manœuvres grossières de prise de pouvoir du clan Haftar. Il faut appeler les choses telles qu'elles sont. Donc, le Parlement de Tobrouk, qui est littéralement le bras armé politique de Haftar, il s'est opposé à cette volonté de ne pas organiser une élection présidentielle et législative à la suite de les présidentielles, simplement parce qu'il voulait rester dans une certaine forme de l'égalité et que, comme par hasard, le jour où on vient de nommer un nouveau Premier ministre de façon autoritaire, il n'y a pas de démocratie là-dedans, Fathi Bachaga, eh bien, ce même jour, on a tenté ce matin d'assassiner donc le Premier ministre élu et démocratiquement élu et reconnu internationalement. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que le clan Haftar, qui est l'homme d'Amérique, rappelons-le tout de même, le clan Haftar tente d'assassiner un homme qui a une légitimité pour lui internationale, simplement parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils n'ont pas pu prendre Tripoli dans leur offensive il y a 2 ans. Ils ont été mis en échec, qu'effectivement, ce Premier ministre élu est soutenu en plus par les Turcs. Donc il y a une bataille entre les Turcs d'un côté, l'Égypte et la Russie qui soutient l'Égypte militairement, mais surtout le clan américain de l'autre. La Libye n'avait pas vocation à être atomisée comme elle l'a été avec l'assassinat de Kadhafi le 20 octobre 2011. Aujourd'hui, 10 ans après cette guerre civile qui n'en finit pas, il y avait une possibilité d'une solution pacifique avec des élections organisées et démocratiques, mais la présence du fils de Muammar Kadhafi, Saïf el-Islam, avait posé problème parce qu'il était probable qu'il remporte l'élection haut la main. Donc le clan Haftar, qui est le clan de la CIA, puisque c'est un homme de la CIA, a décidé de passer en force. Ils n'ont pas obtenu la prise de Tripoli par la force militaire. Donc ils utilisent des manœuvres grossières dans le but de redéclencher malheureusement une guerre civile. Pourquoi ils ne sont pas parvenus à leur fin? C'est parce que du côté tripolitain, ils ont quand même compris la manœuvre et ont décidé, et réclament d'ailleurs à corps et à cri, systématiquement la reconduite, enfin la mise en œuvre des élections telles qu'elles étaient prévues pour la fin décembre 2021, mais surtout reconduite le 24 janvier 2022. Et maintenant, on considère, enfin du moins le Parlement de Tobrouk, le deuxième Parlement non légitime, considère qu'il n'y aura pas d'élection cette année. Donc la prise de pouvoir en force est actée, la méthode égyptienne de la prise de pouvoir en force par des militaires est actée, et malheureusement, la partie libyenne tripolitaine semble être en difficulté pour des raisons simples, c'est qu'elle ne reçoit pas le soutien qu'elle devrait recevoir sur le plan international. S'attendre désormais, Gamal Abina, après cette tentative d'attentat, après cet attentat manqué du Premier ministre libyen, Abdelhamid Dbeibah? Il faut s'attendre, malheureusement, et j'espère me tromper, mais malheureusement, c'est souvent le même scénario qui se reproduit. Il faut s'attendre, après ce coup de force, cette tentative d'assassinat. Alors, il n'est pas certain que ce soit le clan Tobrouk qui l'ait faite, mais la probabilité est très élevée. Il faut s'attendre à peut-être des représailles de la part du clan tripolitain contre le deuxième faux parlement de Tobrouk.
Rappelons que les règles démocratiques n'existent pas à Tobruk. Ce n'est pas du tout le principe. Ils font d'autorité. Ils ont imposé un type sur 2 candidats qui étaient choisis, mais ce sont des lièvres en général. Ils ont imposé un type par la force, pas d'élection, mais par la force d'un parlement non légitime. Et donc, ce qui est inquiétant, c'est qu'effectivement, la partie tripolitaine pourrait donc mal vivre cette tentative de coup de force et il pourrait y avoir un retour aux armes. Alors, il faut savoir que le territoire est déjà infesté d'une quarantaine de milliers de ce qu'on appelle aujourd'hui, de façon très claire, des miliciens qui sont armés par l'étranger. Il y a plusieurs forces en présence. Évidemment, la Libye est un grand gâteau en Afrique, regorge de pétrole et de gaz, était sur un plan géostratégique considérable, une porte sur l'Afrique et une porte sur la Méditerranée. Donc, les raisons pour lesquelles on cherche à garantir l'instabilité chronique de la Libye sont simplement d'ordre pétrolière, gazière, mais surtout géopolitique. La force n'a pas emporté Tripoli, parce qu'évidemment, il y a 2 groupes qui s'opposent littéralement et 2 idéologies complètement opposées. Mais malheureusement, le retour peut-être des armes risquerait de se présenter le plus vite possible, malheureusement, pour des raisons qu'on a bien comprises. Une tentative d'assassinat, c'est effectivement un retour des armes. Alors, il faut se rappeler aussi que Tobruk ne veut pas d'élection, c'est important de le dire, que la partie tripolitaine, Dbeibah, voudrait des élections afin de garantir le retour à la paix civile, mais ces conditions aujourd'hui ne sont pas réunies. Alors les motivations qui ont poussé le Parlement de Tobruk à refuser l'élection ne sont pas très claires, on ne sait pas pourquoi ils les refusent. On se doute que la présence de Saïf el-Islam, qui était validée en tant que candidat, pose problème, parce que ces gens-là ne veulent pas de l'ancien régime, mais il se trouve évidemment que l'ancien régime a laissé de grandes nostalgies dans la population. Rappelons que la Libye était un véritable émirat africain, que tout se passait bien avant la chute des Kadhafi et qu'aujourd'hui, beaucoup de Libyens aspirent à un retour à la paix civile et à une autorité au moins tutélaire et sérieuse pour ramener sur le territoire libyen la paix pour tous les Libyens et la réunification de la Libye tripolitaine, cyrénaïque et le faisant. Et donc, ce Parlement de Tobruk qui est illégitime, rappelons toujours l'illégitimité de ce Parlement qui fait des coups de force, considère que ça ne les arrange pas. Ils savent très bien qu'ils n'ont pas le vent en poupe en matière politique et ils passent évidemment par des actes de violence et d'assassinat. Alors, on parle bien d'assassinat ou de tentative d'assassinat afin de pouvoir asseoir leur légitimité qui est antidémocratique. Donc, la Libye de demain sera peut-être, nous espérons, non bien sûr, alors peut-être à nouveau replonger dans une guerre civile qui risque de durer à nouveau très longtemps, ou si les intelligences extérieures, si les États qui font pression sur Tobruk, obligent Tobruk à faire cette élection qui était demandée par l'ONU, qui était acceptée avec le plan de paix. Si effectivement cette élection est proposée et arrive à son terme, à ce moment-là, les armes pourront enfin se taire et on pourra enfin désarmer tous ces miliciens étrangers qui n'ont rien à faire sur le sol libyen et qui doivent être absolument et impérativement expulsés de la Libye afin de pacifier le territoire d'un pays qui a eu 42 ans de paix civile sous l'ère Kadhafi. Alors, Gamal Abina, pourquoi ne veulent-ils pas les élections et pourtant Dbeibah soutient une position, comment dirais-je, légale. C'est légal d'organiser les élections. Vous voyez, on avait programmé son remplacement aujourd'hui. Il s'y est opposé et donc il y a eu une tentative d'attentat. Pourquoi ne veulent-ils pas organiser les élections? Simplement parce que Haftar n'a aucune légitimité. Il a vécu à 30 km de la CIA, il a une carte américaine. C'est un agent étranger, ce n'est plus un Libyen. C'est un vendu qui, après une défaite sur la bande d'Aouzou à l'époque, entre la guerre du Tchad et de la Libye, a été pris par les Américains avec sa petite troupe d'hommes. Il y avait 300 hommes, je crois. Ils lui ont lavé le cerveau et ils ont considéré que le nationalisme libyen, le nationalisme arabe prôné par Kadhafi, qui est l'enfant, entre guillemets, politique de Nasser, était une lubie kadhafienne et qu'il ne fallait surtout pas reproduire cela. Donc, ils ne veulent pas de ces élections parce qu'effectivement, les Libyens rejetteraient évidemment cet homme de l'étranger qui n'a rien à voir avec la Libye, 30 ans d'absence. Ils rejetteraient cet homme qui a quand même rapporté beaucoup de douleurs et de souffrances et dont on dit que ses troupes ont quand même commis des actions de violence extrême et même pas des génocides, mais des massacres de masse. Ils ne veulent pas de cette élection parce qu'ils se savent perdants d'avance. Ils savent parfaitement qu'ils n'auront pas pour eux la victoire électorale qu'ils rêveraient d'avoir. Ils ont perdu sur le terrain des armes, ils sont en train de perdre politiquement, ils le savent parfaitement. Et donc, comme de l'autre côté, le Premier ministre non sortant, le Premier ministre qui a demandé simplement à ce que les élections soient faites pour savoir qui sera le prochain président et le prochain Premier ministre, donc ça s'inscrit clairement dans une légalité démocratique, eh bien, de l'autre côté, on a des dictateurs, il faut être très clair, il faut appeler les choses. Ils sont inspirés par El-Sisi qui est un dictateur, hein, et donc les dictateurs ne s'intéressent pas à la démocratie. Mais ce qui est très ironique, somme toute, on est sur Afrique Média, donc rappelons-le quand même, Kadhafi était pro-africain. Ce qui est très ironique, c'est de se dire que dans le Mali, il faut absolument des élections, il faut dégager la junte militaire, c'est comme ça qu'ils l'appellent, qu'ils ont le même problème avec le Burkina et tous les régimes africains qui ont repris un pouvoir par les armes. Là, ils parlent de démocratie parce que ces régimes-là ne les arrangent pas.
Alors qu'en Libye, la démocratie qui va s'inscrire est une démocratie nationaliste libyenne. Là, ils n'en veulent pas parce que le risque, c'est de revenir avec un pouvoir kadhafiste qui, évidemment, a des comptes à rendre avec ceux qui ont assassiné leur population. Il faut se rappeler quand même que la moitié de la famille des Kadhafi a été assassinée de façon barbare pour se débarrasser du régime libyen, qui était le régime le plus stable de la région, et qu'aujourd'hui, eh bien, les agents des États-Unis ne veulent surtout pas de stabilité en Libye. Et je rappelle encore une fois, et c'est très important de souligner, c'est que là où au-dessus du Libyen, le pétrole continue à couler. C'est ça le problème, c'est que l'argent, tant qu'il est préservé, tant que les Occidentaux récupèrent le pétrole, on peut tuer 1 million ou 2 millions de Libyens, ça ne les dérange pas. On l'a entendu sous d'autres sphères, en Irak par exemple, où Madeleine Albright avait dit qu'on pouvait tuer 1 million d'Irakiens, ça valait la peine. Eh bien, c'est pareil pour la Libye. Le peuple libyen n'intéresse pas les Occidentaux. Ce qui les intéresse, c'est uniquement l'argent qu'on peut leur prendre. Et surtout, l'Occident doit à peu près 200 milliards de dollars à la Libye qui ne veut pas rembourser. Donc, tous ces éléments font que l'intérêt pour l'Occident de voir une Libye instabilisée avec un pouvoir faible ou des pouvoirs faibles est plus intéressant qu'une démocratie réelle qui ramènerait un Kadhafi au pouvoir. C'est pourquoi ils ne veulent surtout pas d'élection, parce que, évidemment, le risque est c'est le risque évident, c'est Saïf el-Islam. Merci donc à vous, cher monsieur. Rendez-vous dans nos prochaines éditions d'informations. C'est cette information concernant la Libye que nous mettons donc un terme à cette édition du Grand Journal sur la télévision panafricaine. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes.